Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump critique la France, Israël occupe le sud du Liban, l'Iran fait un effort diplomatique. Ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 31 mars, France Info. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump critique la France, Israël occupe le sud du Liban, l'Iran fait un effort diplomatique. Ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 31 mars. Voici les informations à ne pas manquer, 32 jours après le déclenchement du conflit qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis. Publié le 01/04/2026 minuit 30 temps de lecture, 8 minutes. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, à New York, le 24 septembre 2025. Spencer Platt Getty Images North America. Alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 32e jour, mardi 31 mars, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, continue d'assurer qu'il ne reculera devant rien pour écraser l'Iran. Quitte à occuper illégalement le sud du Liban, où au moins 8 personnes sont mortes dans la journée, comme l'a réaffirmé le ministre de la Sécurité intérieure, Israel Katz. Son plus grand allié, le président américain Donald Trump, a quant à lui assuré que les États-Unis allaient quitter l'Iran d'ici 2 ou 3 semaines et concentrer ses critiques sur la France, qu'il accuse de s'être montrée très peu coopérative dans la guerre contre la République islamique. En parallèle, Washington a annoncé l'enlèvement d'une journaliste américaine à Bagdad et l'Union européenne juge nécessaire de réduire la demande de pétrole en Europe. Voici les informations à retenir. Trump assure que les États-Unis quitteront l'Iran très bientôt et les États-Unis n'auront pas besoin de rester plus de 2 ou 3 semaines au Moyen-Orient, selon Donald Trump. Le président américain a affirmé lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, mardi 31 mars, que les États-Unis en auront fini très bientôt avec la République islamique d'Iran. Tout ce que j'ai à faire c'est partir de l'Iran et nous le ferons très bientôt et ils dégringoleront, a affirmé le chef d'État en réponse à une question sur le prix du carburant à $4. Il ajoute que le changement de régime n'était pas le but de l'opération, et qu'il est possible qu'un accord de paix finisse par être conclu. Concernant le blocage du détroit d'Ormuz, le président américain a invité la France et d'autres pays à se débrouiller s'ils veulent du pétrole. Les États-Unis et Israël critiquent la France. Le président américain a vivement critiqué la France, l'accusant de s'être montrée très peu coopérative dans la guerre contre l'Iran. Sur son réseau Truth Social, il affirme que Paris a refusé le survol de son territoire à des avions transportant du matériel militaire vers Israël, dénonçant une décision qui complique les opérations américaines dans la région. Cette décision est conforme à la position française depuis le début de ce conflit, a réagi l'Élysée auprès de France Télévisions. Des critiques similaires ont été émises par Israël, qui a décidé de ramener à zéro ses importations militaires en provenance de France. Une riposte à une politique française jugée hostile à l'État hébreu, parmi lesquelles la reconnaissance par Paris, en septembre 2025, de l'État de Palestine, et l'interdiction récente faite aux avions israéliens transportant des munitions destinées à la guerre contre l'Iran de transiter par l'espace aérien français. Israël veut continuer d'occuper une partie du sud du Liban. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé mardi qu'à l'issue des opérations en cours contre le Hezbollah, l'armée israélienne s'installera dans une zone de sécurité dans le sud du Liban, sur une bande de territoire allant jusqu'au fleuve Litani et en maintiendra le contrôle sécuritaire. Selon le ministre israélien, plus de 600 000 Libanais déplacés vers le nord ne seront pas autorisés à regagner leurs habitations dans cette région, tant que la sécurité et la sûreté des habitants du nord d'Israël ne seront pas garanties. Il a également évoqué la destruction systématique de maisons dans des villages proches de la frontière, sur le modèle de Rafah et de Beth Hanoun dans la bande de Gaza. 8 morts dans des frappes israéliennes au Liban. Au moins 8 personnes parmi lesquelles un secouriste ont été tuées lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban, a annoncé le ministère de la Santé. Dans des communiqués séparés, il a affirmé qu'une frappe dans la région de Tyr avait coûté la vie à 3 personnes et en avait blessé 19, tandis qu'une autre attaque dans la région de Sidon avait fait 4 morts. Une troisième frappe, dans la région de Ben Jbeil, a touché un point de rassemblement des scouts Rizallah, une organisation de secours relevant du mouvement Amal allié au Hezbollah pro-iranien, tuant un secouriste et blessant 13 personnes. L'Iran a la volonté de mettre fin à la guerre mais veut des garanties. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré que l'Iran avait la volonté de mettre fin à la guerre contre Israël et les États-Unis, mais voulait des garanties pour empêcher la répétition de l'agression. Nous avons la volonté nécessaire pour mettre fin au conflit, à condition que les conditions essentielles soient réunies, en particulier les garanties nécessaires pour empêcher la répétition de l'agression, a affirmé le président iranien, lors d'une conversation téléphonique avec le président du Conseil européen, Antonio Costa. De leur côté, les gardiens de la révolution iranienne assurent qu'ils n'hésiteront pas à viser des entreprises américaines au Moyen-Orient en cas d'assassinat de tout nouveau responsable iranien.
l'UE juge nécessaire de réduire la demande de pétrole en Europe. La Commission européenne a jugé nécessaire de réduire la demande de pétrole en Europe, en pleine flambée des prix à cause de la guerre au Moyen-Orient. Nous sommes dans une situation susceptible de s'aggraver. Une réduction de la demande est nécessaire, j'encourage vivement les États membres à en tenir compte lorsqu'ils appliquent différentes mesures de crise, a souligné le commissaire européen Dan Jorgensen, après une réunion avec les ministres de l'énergie. Journaliste américaine enlevée en Irak. Une journaliste américaine a été enlevée en Irak par un groupe pro-Iran présumé, a annoncé Washington. Un individu ayant des liens avec la milice Kataeb Hezbollah, allié de l'Iran et présumé impliqué dans l'enlèvement, a été arrêté par les autorités irakiennes, a écrit sur X Dylan Johnson, secrétaire d'État adjoint à la diplomatie publique. La journaliste a été identifiée comme étant Shelley Kitleson, qui collabore notamment avec le site spécialisé sur le Moyen-Orient, Al Monitor. Dans un communiqué, Reporters sans frontières RSF s'est dit pour sa part très préoccupé par cet enlèvement, et a souligné que la journaliste connaissait bien l'Irak. Selon l'International Women's Media Foundation, une ONG, Shelley Kitleson est une journaliste reconnue spécialisée sur le Moyen-Orient et est basée à Rome. Sujet suivant. Le maire de Cannes, David Lisnard, annonce sa candidature à l'élection présidentielle et officialise son départ des Républicains, Freus Info. Le maire de Cannes, David Lisnard, annonce sa candidature à l'élection présidentielle et officialise son départ des Républicains. Le président de l'Association des maires de France a officialisé sur le plateau du 20h de France 2 qu'il se lançait à la course à l'Élysée et ne faisait plus partie de la formation politique de Bruno Retailleau. Il se dit favorable à la tenue d'une primaire à droite. Publié le 31/03/2026 21h, mis à jour le 31/03/2026 21h49. Temps de lecture, 1 minute. David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, à Cannes, le 12 février 2026. Éric Dervaux en Lucas AFP. Son divorce est acté avec le patron des Républicains, Bruno Retailleau, avec qui il s'est entretenu dans la journée. Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, a annoncé formellement sur le plateau du 20h de France 2, mardi 31 mars, qu'il quittait LR et se présentait à l'élection présidentielle de 2027. 5 minutes. Le maire de Cannes, qui assure porter un projet libéral, sécuritaire, éducatif et scientifique, explique qu'il est favorable à la tenue d'une primaire ouverte visant à élire un candidat unique à droite. Il cite, pour justifier son départ des Républicains, la proximité du parti avec le camp présidentiel, la confiance à François Bayrou ou encore l'abandon de la réforme des retraites. Ces ambiguïtés-là ne sont pas acceptables à 13 mois d'une présidentielle où nous devons porter un projet net, a-t-il poursuivi. David Lisnard avait annoncé à Bruno Retailleau son intention de quitter LR au cours d'un entretien, plus tôt dans la journée. Les relations se sont progressivement tendues ces dernières années entre les deux hommes, qui partagent l'ambition de porter les couleurs de la droite à la présidentielle. Il y a une semaine, le maire de Cannes avait notamment claqué la porte du bureau politique de LR, qui a décidé de consulter le 11 avril les adhérents sur 3 options, désigner directement Bruno Retailleau comme candidat, passer par une primaire réservée aux adhérents, ou une primaire plus ouverte et élargie aux sympathisants. Sujet suivant. L'Italie ne disputera pas la Coupe du Monde pour la 3e fois de suite après sa nouvelle défaite au barrage face à la Bosnie-Herzégovine, France Info. L'Italie ne disputera pas la Coupe du Monde pour la 3e fois de suite après sa nouvelle défaite au barrage face à la Bosnie-Herzégovine. La malédiction des barrages a encore frappé la Squadra Azzurra, mardi soir, qui s'est inclinée au tir au but 1-1, 4-1 au TAB. Publié le 31/03/2026 23h34, mis à jour le 31/03/2026 23h56. Temps de lecture, 3 minutes. Nicolas Katic célèbre l'égalisation de Haris Tabakovic pour la Bosnie-Herzégovine face à l'Italie lors de la finale des barrages de qualification pour la Coupe du Monde, le 31 mars 2026, à Zenica. Armin Durgus y passe et est une chute qui semble ne jamais finir. Encore une fois, l'Italie s'est brisée sur l'obstacle des barrages, prolongeant une disette devenue vertigineuse pour une nation quadruple championne du monde. Absente de la phase finale depuis 2014, la Squadra Azzurra voit la Coupe du Monde 2026 lui échapper pour la 3e fois de suite, après 2018 et 2022, au terme d'un nouveau scénario cruel face à la Bosnie-Herzégovine. Pourtant devant jusqu'à la 79e minute grâce à Moiskin 15e, mais trop longtemps en infériorité numérique après l'expulsion d'Alessandro Bastoni juste avant la pause 41e, les Italiens ont fini par céder, avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but 1-1, 4-1 au TAB. Un cauchemar qui n'en finit plus.
Alors que les hommes de Gennaro Gattuso semblaient tenir les commandes du match, l'expulsion du défenseur central de l'Inter a bel et bien tout changé. Désorganisés, et devant procéder en contre, les Italiens ont ensuite plus souvent subi la loi des locaux, portée par un stade de Zenica en fusion malgré les quelques 15 000 spectateurs, mais qui ont pourtant longtemps buté sur Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs parades décisives dont celle devant Tahirovic 72e. Moiskin 60e et Federico Di Marco 77e auraient d'ailleurs pu inscrire ce deuxième but si salvateur pour l'Italie mais à ne pas concrétiser, et à se saborder, la squadra a finalement tout perdu. D'abord avec l'égalisation de Tabakovic 79e qui avait bien suivi sur une tête de Demirovic miraculeusement détournée par Donnarumma. Et puis, comme l'Italie semble maudite jusqu'à la moelle dans ses barrages éliminatoires, le billet pour la Coupe du Monde s'est finalement joué au tir au but. Une séance catastrophique pour la sélection quadruple championne du monde puisque seul Sandro Tonali, le meilleur Italien mardi soir, a réussi à tromper le portier bosnien, Nikola Vasilj, alors que Pio Esposito a envoyé un missile en tribune et que Brian Cristante a trouvé la barre transversale. Une aubaine pour les 4 tireurs bosniens qui ont ainsi marqué leur tentative à chaque fois, délivrant tout un stade en ébullition. Grâce à cet exploit qui fera date au pays, la Bosnie-Herzégovine, 66e au classement FIFA et qui va participer pour la deuxième fois de son histoire à la compétition après 2014, est directement reversée dans le groupe B de la Coupe du Monde où elle affrontera le Canada 12 juin, la Suisse le 18 juin et enfin le Qatar le 24 juin. Dans le même temps, la République tchèque, vainqueur surprise au tir au but du Danemark 2-2, 3-1 au TAB, ainsi que la Suède 3-2 face à la Pologne et la Turquie 1-0 au Kosovo, se sont également qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Sujet suivant. Une journaliste américaine a été enlevée en Irak par un groupe pro-Iran présumé, annonce Washington, France Info. Une journaliste américaine a été enlevée en Irak par un groupe pro-Iran présumé, annonce Washington. Cette reporter a été identifiée comme étant Shelley Kittleson. Elle collabore notamment avec le site spécialisé sur le Moyen-Orient, Al-Monitor. Un suspect a été arrêté, selon les autorités irakiennes. Publié le 31/03/2026 23h27 temps de lecture, 3 minutes. Un officier de police au bord d'une route à Bagdad, en Irak, le 28 février 2026. Ahmad al-Rubay AFP. Une journaliste américaine a été enlevée mardi 31 mars en Irak par un groupe pro-Iran présumé, a annoncé Washington, alors que la situation sécuritaire se dégrade dans le sillage des frappes israélo-américaines contre l'Iran. Un individu ayant des liens avec la milice Kataeb Hezbollah, allié de l'Iran et présumé impliqué dans l'enlèvement, a été arrêté par les autorités irakiennes, a écrit sur X Dylan Johnson, secrétaire d'État adjoint à la diplomatie publique. Le département d'État a déclaré avoir averti la journaliste de risques liés à sa sécurité et s'efforcer d'obtenir sa libération dès que possible. Auparavant, le ministère de l'Intérieur irakien avait indiqué qu'une journaliste étrangère a été kidnappée par des inconnus et que les forces de sécurité s'employaient à garantir sa libération, selon un communiqué. La journaliste a été identifiée comme étant Shelley Kittleson, qui collabore notamment avec le site spécialisé sur le Moyen-Orient, Al-Monitor. Ce dernier a appelé à sa libération immédiate. Je peux confirmer que mon amie a été enlevée et pourrait être prise en otage à Bagdad, écrit sur X un journaliste de la CNN. Dans un communiqué, Reporters sans frontières RSF s'est dit pour sa part très préoccupé par cet enlèvement, et a souligné que la journaliste connaissait bien l'Irak. Selon l'International Women's Media Foundation, une ONG, Shelley Kittleson est une journaliste reconnue spécialisée sur le Moyen-Orient et est basée à Rome. Les autorités irakiennes ont déclenché une opération pour retrouver les ravisseurs après avoir reçu des informations ayant fait état de son enlèvement. Une course-poursuite a conduit à l'interception d'un véhicule appartenant aux ravisseurs, qui s'est renversé alors qu'il tentait de fuir. Les forces de sécurité ont pu arrêter l'un des suspects et saisir l'un des véhicules utilisés pour le crime, a ajouté le ministère. Les efforts se poursuivent pour retrouver les autres individus impliqués et garantir la libération de la journaliste enlevée, selon la même source. Par le passé, Bagdad était tristement célèbre pour les enlèvements et les tentatives d'enlèvement, mais leur nombre a diminué à mesure que la situation sécuritaire de l'Irak s'est améliorée ces dernières années. L'universitaire israélo-russe Elisabeth Tsurkov a été kidnappée dans la capitale irakienne en 2023. Elle a été détenue pendant 2 ans avant d'être libérée l'an dernier. Sujet suivant. Vidéo. L'Oréal, les colorations capillaires sont-elles sans danger pour notre santé? France Info.
Publié le 30-03-2026 10h30 à jour le 30-03-2026 11h34 Temps de lecture, 5 minutes, vidéo, 3 minutes Cache Investigation a enquêté sur les produits de coloration capillaire du groupe L'Oréal, qui peuvent parfois contenir des substances chimiques allergisantes. Pourtant, Eugène Schuller, fondateur de la marque, avait à l'origine choisi d'en bannir certaines de ses teintures. Cache révèle pourquoi et comment il a finalement changé d'avis. Les produits de coloration représentent un marché énorme pour L'Oréal, qui commercialise ce type de produits pour le grand public comme pour les coiffeurs, 3,5 milliards d'euros chaque année. Mais ces teintures ne sont pas toujours sans danger. En effet, certaines contiennent des substances allergènes. La professeure Audrey Nussbaum, dermatologue allergologue au centre hospitalier Lyon-Sud, explique, au sein de la poudre de coloration figurent ces ingrédients allergisants, qui sont les pigments de coloration qui vont pénétrer dans la fibre, mais aussi rester à la surface du cuir chevelu et pouvoir pénétrer à l'intérieur de la peau, être reconnus par le système immunitaire et pouvoir développer une allergie. Un jour survient ce qui s'appelle une rupture de tolérance. On a toléré, puis d'un coup, on ne va plus tolérer parce qu'on a atteint un seuil où on va devenir allergique. Parmi les substances les plus allergisantes, on trouve la paraphénylénediamine PPD et la paratoluénediamine PTD. Pour ces deux substances, il n'existe pas de solution de désensibilisation, une fois allergique, elle est à vie. Et les réactions peuvent être graves, boursouflure des paupières, du cuir chevelu, des membres, éruptions cutanées, violents maux de tête. Ces problèmes d'allergie sont documentés depuis longtemps. Cache a dénombré 487 publications dans les revues spécialisées depuis le siècle dernier. En 1908, l'un des tout premiers articles scientifiques alerte déjà sur les risques d'allergie de la PPD. Il est rédigé par un certain Eugène Schuller, ingénieur chimiste qui va bientôt devenir, en 1909, le fondateur du groupe L'Oréal. Et pour présenter sa société, il préfère même utiliser cet autre nom, la Société française de teintures inoffensives pour cheveux. Dans un autre traité scientifique rédigé dans les années 1920, Eugène Schuller dit refuser catégoriquement de commercialiser des produits à base de PPD. Quelques années plus tard, dans une revue à destination des coiffeurs, son groupe publie une mise en garde sur les risques, cette fois, de la PTD. Alors, comment expliquer que plus d'un siècle plus tard, nous retrouvions traces de ces substances ou de leurs dérivés dans des colorations des marques du groupe L'Oréal? Dans les années 1930, la tendance est aux cheveux ondulés, ce qu'on appelle alors l'ondulation indéfrisable. Or sur cheveux teints, cette technique ne fonctionne que si la coloration a été faite à la PPD. Pour développer ses activités et son chiffre d'affaires, Eugène Schuller retourne alors sa blouse et lance sa propre teinture à la PPD, qu'il va commercialiser en France, puis dans le monde entier. Dans combien de produits du groupe L'Oréal peut-on retrouver l'un ou l'autre de ces deux ingrédients chimiques? Cache Investigation a passé au crible la composition des colorations permanentes de Garnier et L'Oréal Paris, mais aussi les gammes L'Oréal professionnelles, utilisées dans les salons de coiffure. Résultat, on retrouve de la PPD dans 51 des teintures à domicile de L'Oréal Paris. Quant à la PTD, elle est présente à 89 dans les colorations à domicile de chez Garnier, et à 96 dans les colorations en salon de L'Oréal professionnel. Si L'Oréal peut continuer à utiliser ces ingrédients malgré leur potentiel allergisant, c'est parce que rien dans la réglementation européenne ne le lui interdit. En 2013, l'UE, en charge de la réglementation cosmétique, a simplement imposé deux conditions aux fabricants: ajouter un message sur leurs emballages indiquant que les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères, et limiter les concentrations de ces colorants dans leurs produits. Mais d'après la professeure Nussbaum, il y a toujours un risque. De toute façon, toute exposition à une molécule chimique potentiellement allergisante peut induire un risque allergique. Contacté par l'équipe de Cache Investigation, le groupe L'Oréal a apporté par écrit ses précisions: un ingrédient qui a un potentiel allergisant et n'est pas un ingrédient dangereux, son utilisation repose sur une maîtrise scientifique et des conditions des usages précises. Extrait de L'Oréal, parce qu'ils nous le vendent bien, diffusé dans Cache Investigation le 31 mars 2026. Les replays des magazines d'infos de France Télévisions sont disponibles sur le site de France Info, rubrique Les émissions.